Lors de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait annoncé qu'il ferait de la jeunesse une de ses priorités. Son plan de refondation de l'école républicaine est en route. Elle porte dans un premier temps sur la réforme des collèges. Les orientations, telles qu'elles sont présentées par le communiqué de presse du ministère de l'Éducation, devraient permettre une meilleure acquisition des savoirs fondamentaux et de former à d'autres compétences. Ce projet s'articule principalement autour de deux outils. Premièrement, il s'agit d'accompagner tous les élèves de façon personnalisée. De plus en plus de parents issus de milieux relativement aisés font le choix de compléter l'éducation de leurs enfants par des cours privés. La République doit pouvoir assurer l'égalité des chances. Ce principe expliquerait ce choix. Effectivement, il peut être intéressant de consacrer du temps à chacun, ceci permettant d'aller plus loin dans l'assimilation des cours pour certains et de comprendre pour d'autres. Cependant, la loi n'est pas claire. En effet, le texte dispose que tous les élèves devront bénéficier de l'accompagnement personnalisé pendant 1 à 2 heures par semaine. Cela amène à s'interroger sur l'organisation en termes d'encadrement. Pour une classe de 25 élèves, y aura-t-il 25 profs pour assurer l'accompagnement d'1 à 2 heures? Ou les 1 à 2 heures réservées à cet effet seront-elles utilisées pour tout un groupe, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas 1 à 2 heures par élève? L'accompagnement personnalisé, oui, mais un élève peut avoir besoin d'un coup de pouce dans toutes les matières. Je doute que la création de 4000 postes soit suffisante pour répondre à ce programme, sachant qu'il y a 7000 collèges en France, ce qui représenterait une personne 75 recrutée par établissement, ou encore 0,001 personne par collégien. Deuxièmement, dans les 4 heures hebdomadaires consacrées à l'enseignement complémentaire, il y a l'interdisciplinarité. L'idée est séduisante. L'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2015 précise des thèmes offrant une palette variée, venant nourrir la culture générale de chaque apprenant. Il permet aux collégiens de se réaliser par la réflexion à travers 6 thèmes parmi les 8 définis par la loi. Les orientations proposées en termes de sujets sont intéressantes, mais là encore, il est difficile d'appréhender l'organisation. Il est prévu 2 à 3 heures par semaine pour ce dispositif pédagogique. Comme son nom le sous-entend, ce cours fait intervenir plusieurs disciplines et donc plusieurs professeurs. D'ailleurs, est-ce un cours? Comment le collégien est accompagné de son projet interdisciplinaire? Une chose est sûre, il s'agit encore d'une réforme pondue rapidement, sans réflexion sur sa faisabilité. C'est à se demander à quoi servent les gens qui travaillent dans l'administration s'ils ne peuvent pas prévoir le nombre de personnes nécessaires à la mise en place d'une politique. Comme d'habitude, les mots sont beaux, mais ils ne laissent pas entrevoir un réel changement éducatif. L'opposition se contente de s'opposer, sans argumentation pertinente, faisant de la politique uniquement politicienne. Il donne l'impression de ne pas avoir lu l'arrêté émanant du décret. Ma question c'est, qu'y a-t-il dans votre programme? Ma question c'est, qu'y a-t-il dans votre programme? Ma question c'est, qu'y a-t-il dans votre programme? Je veux augmenter l'apprentissage des fondamentaux. Je veux augmenter l'apprentissage des fondamentaux. Je veux augmenter l'apprentissage des fondamentaux. Ensuite, ils se sont tous battus pour utiliser le mot excellence. Et puis, qu'est-ce que l'excellence? Où est l'excellence dans ce débat? Où est l'excellence dans cette société? Bref, en ce qui me concerne, je cherchais à savoir ce qu'il y avait au fond de cette réforme, mais je n'ai vu que de l'enfumage de grandes formules. Tous les membres du gouvernement s'accordent à dire qu'il faut aller vite. Les élections arrivent. Certes, il y a eu une concertation avec des enseignants, pourtant ce qui en résulte ne paraît pas réaliste. Mais que pensent les collégiens? Que reprochent-ils à leur scolarité? Et les enseignants? Voient-ils ce projet réalisable? Comment imaginent-ils un changement du système éducatif? Pour répondre à ces questions, je me suis rapproché du collège où j'ai fait mes classes. J'ai adressé une demande au principal afin d'interviewer les enseignants et les élèves. Cela n'était pas possible. Mon action n'a pas encore de cadre juridique. Finalement, il m'a reçu et m'a livré son point de vue. Vous savez, m'a-t-il dit, aucune des réformes des 20 dernières années n'est venue apporter un changement significatif à l'éducation. Et puis il a commencé à m'exposer sa vision en profondeur. À mon grand étonnement, il m'a paru dans un premier temps être très marginal, plus que je ne pouvais l'être moi-même. En fait, il était réaliste et pragmatique. Pour m'éclairer sur son analyse, étant appelé par son travail, il m'a donné un document parlant du modèle finlandais. Pendant 30 ans, de façon évolutive, ce pays, considéré comme ayant le meilleur modèle scolaire, a mis en place un système visant à positionner l'élève au centre de leur réflexion. L'idée fondatrice
est de leur permettre d'avoir un sentiment d'eux-mêmes très positif par rapport aux apprentissages, d'abaisser le niveau d'anxiété face au travail. Sans être exhaustif, le premier choix a consisté à améliorer l'environnement. L'élève doit se sentir comme chez lui. La taille modeste des établissements permet une proximité avec le corps d'encadrement. Penser que l'organisation des bâtiments peut apporter une autre approche à l'éducation peut paraître bête. Sans aller très loin, le simple fait qu'une classe soit conçue avec des élèves faisant face aux professeurs apporte une autre condition au fonctionnement du groupe. Dans ce cas de figure, ce sont les individualités ayant à copier ce que l'enseignant dit. Alors que, par exemple, une classe avec des tables configurées en U sous-entend un esprit de cohésion où chacun voit tout le monde, peut interagir face au cours qui devient plus animé. Le deuxième choix a consisté à augmenter l'encadrement par élève. Les conseillers sont plus nombreux et présents toute la journée. Cela sous-entend qu'ils ont la capacité de répondre aux questions des apprenants. Ainsi, ils ont réduit le personnel lié à l'inspection des enseignants au bénéfice de l'accompagnement personnalisé, étant porté par l'amour des élèves et non par celle de leur discipline, comme un sondage l'a révélé. Le personnel éducatif est plus attentif à l'élève et à sa singularité. Le troisième point, et le plus important, porte sur l'implication de l'élève dans son apprentissage. C'est une méthode dite active où les cours magistraux ont une faible part dans l'éducation. Ainsi, par différents supports, ils permettent aux élèves d'accéder au savoir avec enthousiasme car concernés. Le professeur devient un guide. Aussi, les évaluations doivent être une motivation. Effectivement, dans la vie, les erreurs sont des leviers pour s'améliorer. Pour ne pas dégrader l'image de soi, au collège, les notes varient de 4 à 10, le 0 étant banni. La Finlande a fait le choix de faire confiance à la curiosité et à la soif naturelle d'apprendre des enfants, faisant de l'éducation un développement de la personne. En France, l'enseignement est porté sur la connaissance et non la compétence. Déjà adolescent, au lycée, je me plaignais de cela. À 25 ans, j'espérais avoir la possibilité de ne pas mettre mes enfants à l'école. Actuellement, formateur dans un centre pour adultes, je vais intervenir pour l'examination d'un rapport de stage d'un BEP agricole au lycée. Quelle ne fut pas ma surprise. Au lieu d'avoir à écrire un dossier, comme j'ai eu à le faire en classe de première, les élèves devaient remplir un tableau, prenant 1 à 2 pages pour parler de leur stage. Naturellement, j'ai pensé au fait que ce système tend vraiment à rendre les gens débiles. L'un des axes principaux de ma pensée consiste à dire que face au chômage, à la désindustrialisation et au niveau technologique, la société a besoin de construire des créateurs. J'aurai l'occasion de développer sur ce sujet. La compétence qui me semble essentielle, basique, est l'écriture. Quand je dis cela, je ne pense pas au fait de mettre les mots les uns derrière les autres. C'est bien plus que ça. Écrire est un moyen d'expression de notre esprit. L'écrivain, le scénariste, sont des gens qui font parler leur esprit. On a besoin d'écrire pour rédiger un projet tel qu'il soit, associatif, d'entreprise et même artistique. C'est la première étape. Montaigne a dit « Éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais allumer des feux. » L'écriture est aussi un moyen d'allumer les feux de l'esprit. Écrire est une expérience spirituelle, ou pour ceux qui n'aiment pas le mot spirituel, est un acte de développement personnel. En 2009, alors que je tentais de commencer mon mémoire de fin d'études, mon père m'a offert un livre intitulé « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. À l'origine, écrivain et réalisateur, Julia Cameron a mis en place un atelier afin de permettre à chacun de faire vivre l'esprit créateur qui est présent en nous. Cette méthode est issue de son expérience. Elle explique en introduction que sa situation d'écrivain addict à l'alcool l'a poussé à définir une méthode pour faire vivre sa créativité autrement. C'est le début d'un cheminement spirituel, car au fond, elle savait que l'alcool l'empêcherait un jour d'écrire. Elle dit « Nous nous engageons à faire certains exercices spirituels pour être en harmonie avec l'énergie créatrice. » En effet, nous sommes tous d'une certaine façon des témoins de la pensée universelle. Le monde dans lequel nous vivons crée une uniformisation. Cette uniformisation est un frein au développement de chacun et de façon un peu raccourcie, un facteur du chômage. Étant tous des créateurs, nous pouvons être un canal de la création suprême en développant cette méthode. Il y a principalement 2 exercices dans ce livre. Le premier consiste à réaliser quotidiennement les pages du matin.
L'objectif de ces 3 pages d'écriture est de passer au-dessus du censeur en nous qui, par toutes sortes d'approches, tentera de nous convaincre que nous sommes mauvais. Le but n'est pas la performance littéraire. Le but est de laisser parler l'esprit. Écrire comme cela vient. Après plusieurs semaines, cela procure un sentiment de paix intérieure et de tranquillité extérieure. Le deuxième exercice est un rendez-vous avec l'artiste qui est en nous. Simplement, il s'agit de faire une sortie venant nourrir notre créativité, comme par exemple aller assister à une exposition ou se rendre au cinéma. Au-delà des écrivains, des avocats qu'elle a pu recevoir dans cet atelier, Julia Cameron dit que même des peintres et des danseurs ont ressenti un milieu notable dans l'exercice de leur art. Imaginez que Zinedine Zidane n'avait pas pu être footballeur, mais qu'il avait su écrire librement. Je pense que ça aurait donné une série comme Olivier Tom. Pour revenir à la réforme des collèges 2016, il serait assez pragmatique de mettre en place des plages horaires permettant aux élèves du collège, voire même du lycée, de libérer leur créativité. Par exemple, sans pour autant changer l'emploi du temps des cours magistraux qui est de 22 heures par semaine, on pourrait introduire des moments pour réaliser les pages du matin, 1 heure par jour, à savoir que celles-ci n'ont pas vocation à être lues. Dans un deuxième temps, il s'agirait de diffuser un ou plusieurs films hebdomadaires portant sur un cours d'histoire géo, d'éducation civique et même de mathématiques ou des sciences. Les professeurs feront des cours magistraux réduits et viendraient nourrir le regard de l'élève avec des films. Cela sous-entend une réflexion sur les programmes. Ensuite, cette projection sera source pour une rédaction, une discussion interne visant à échanger les points de vue. Cela permettant ainsi d'aborder le cours de façon différente tout en éveillant l'esprit de l'élève, en lui permettant d'assimiler des principes. Le 7e art regorge de films sur tout type de sujet. Ceci dit, la lecture peut être aussi un support. Au fur et à mesure, on veut écrire bien, utiliser les figures de style qu'offre la langue. On veut éviter les fautes d'orthographe. Le collège est un âge d'éveil guidé par la construction de soi. Les principes et autres mécanismes de la nature humaine comptent bien plus que des connaissances. Musclé à l'écriture, avec une dynamique de développement personnel, pourrait être très intéressant. Chaque être, chaque esprit. Il est certain que nous ne sommes pas tous des Balzac ou des Molières, mais devons être connectés à la divinité qui est en nous. La vie, dans nos joies comme dans nos souffrances, est une œuvre d'art.